Bonjour, c'est Claire-Lise. Allez, aujourd'hui, j'ai envie de vous parler, dans ce bonus, de revenir sur le couple et la sexualité. On avait vu dans ce podcast toute une évolution à la fois énergétique, à la fois de conscience, à la fois de maîtrise de son énergie entre le masculin et le féminin depuis notre conception jusqu'à à, à notre âge adulte. Et on avait vu en juillet, donc c'était la période. L'énergie du mois de juillet correspondait à la période du jeune adulte où il y avait cette rencontre entre les hommes et les femmes et le désir de créer une famille et d'avoir des enfants donc, mais aussi il y avait eu toute cette initiation sur la sexualité sacrée. On avait vu que l'évolution du couple, pour en arriver à l'énergie de juillet, devait passer par toutes les étapes. Février, pourquoi on s'est rencontrés, quel est notre destin ensemble? Est-ce qu'il y en a un d'ailleurs? Est-ce qu'on était fait pour se rencontrer ou pas? Ensuite, mars, donc dépasser les dualités qu'il y a entre nous et la sensation d'être séparés dans nos différences qui peut créer des batailles de territoire, des guerres, pour pouvoir repartir dans une compréhension de ce qui est juste pour tous. Avril, bien sûr, le couple, c'est la rencontre des blessures de l'âme et les effets miroirs sont puissants. Et du coup, il va falloir qu'on apprenne à guérir nos âmes grâce à notre rencontre. Mais c'est la rencontre des corps, de la sensualité. Et on avait vu que dans cet espace-là, la sexualité pouvait être délicieuse. La rencontre dans la sexualité, c'est aussi un espace privilégié où on peut rencontrer l'autre à l'intérieur de lui. Dans toutes ses dimensions et passer par les corps, la conscience des corps, le ressenti des corps, les perceptions des corps, le ralentissement, la perception de l'intériorité et rentrer dans la sexualité, dans cette conscience-là, pouvait être faire des rencontres sexuelles tout à fait épanouissantes et donc c'était cette lune de mai était ce retour vers le féminin qui permettait de se reconnecter entre nous, à l'intérieur de nous, c'est-à-dire avec notre esprit, notre âme. Février, mars, avril. Juin, la rencontre dans le couple, qui est aussi une rencontre de deux familles, de deux lignées ancestrales, on va dire même 4, père-mère, peut-être de cultures différentes, de familles différentes, et puis quelle est ma place, quelle est notre place en tant que couple dans nos familles respectives. Et j'en ai peut-être pas parlé, mais c'est quelque chose que on regarde en thérapie de couple. En fait, la cohésion, cohérence vibratoire et énergétique des ancêtres en lien avec ce couple. Est-ce que ce couple a une place dans les lignées ancestrales de chaque personne et quelle est la place de chacun dans leur famille respective? Et là aussi, on peut retrouver des forts combats spirituels entre les ancêtres et ce couple pour différentes raisons, qui peut amener une difficulté dans le couple, des crises de couple. Alors, c'est intéressant parce que l'énergie de juin nous permet, quand on la travaille en couple, de pacifier. En fait certains couples font évoluer les lignes ancestrales par rapport à des règles de vie. Souvent, on rencontre les lois familiales. Par exemple, les catholiques n'ont pas le droit de se marier avec les protestants. Une blanche ne peut pas se marier avec un noir. Tout un tas de règles familiales. Quelqu'un qui est élevé au niveau sociétal ne peut pas se marier avec quelqu'un de plus pauvre, plus bas dans la hiérarchie sociétale, etc., etc. Donc, on va retrouver tout un tas de lois familiales et certains couples vont générer, par exemple aussi, une fille jeune ne peut pas se marier avec un homme qui a 20 ou 25 ans ou 30 ans de plus qu'elle, par exemple. Voilà. Donc, certains couples défient les lois familiales et il va y avoir du remue-ménage au niveau du transgénérationnel. Et ça va se ressentir aussi dans la vie pratique. Je veux dire, là, je parle des ancêtres, c'est-à-dire des personnes qui sont mortes, qui sont nos ancêtres. Donc, je parle bien de combats d'âme, de combats spirituels, d'emprise aussi spirituelle, d'emprise d'âme sur le couple. On va vraiment le retrouver dans les soins vibratoires. Ça peut se décoder très facilement, avec en tout cas la méthode que j'ai. Et ça va se retrouver concrètement
par rapport au conflit qu'il va y avoir avec les belles familles, etc. Et là, le couple, il va passer une épreuve initiatique. En juin, il faut qu'on dépasse le coyote intérieur, parce que ça peut tirer entre nous par loyauté familiale, et ça peut déchirer notre couple. Ou au contraire, ça va fédérer le couple et déchirer les loyautés familiales. Et donc, il y a tout ce travail de lumière chez chacun en soi, pour aussi les enfants, puisque les enfants, la famille du père et de la mère sont leur ancêtre à eux. Donc, pour les enfants aussi, on a besoin de nous, parents, de dépasser ces espaces d'emprise pour retrouver finalement notre lumière intérieure en tant que compagnon, compagne mariée, femme, père et mère de ces enfants-là, et en tant qu'entité couple, face à notre famille, pour faire monter en puissance notre rencontre amoureuse au niveau vibratoire, au niveau dans la fréquence de l'amour, dans la fréquence du respect de la vie, et par ce travail-là, réinformer notre ADN et donc les lois familiales pour pouvoir permettre à nos enfants de continuer à s'épanouir dans cette lignée familiale. C'est un gros morceau, ça. C'est un gros morceau. Ça nécessite que le couple soit très ancré sur leur base. Pourquoi ils se sont rencontrés sur leur février. Dépasser les étapes initiatiques du couple. Mars, qui va être les combats de territoire. Avril, les blessures d'âme qu'on peut avoir ou qu'on peut se faire. On peut se casser l'un l'autre par des comportements qu'on a l'un avec l'autre qui seraient vraiment pas respectueux. Il faut qu'on puisse se rencontrer, mais dans ce délice des corps, des sens, que nos âmes soient heureux de se rencontrer, qu'on soit bien ensemble. Il y a cette bulle fusionnelle en mai qui doit se retrouver dans le couple pour pouvoir ensuite affronter ce juin. C'est vraiment se positionner face aux ancêtres, faire monter en fréquence vibratoire par notre amour, notre ADN, préserver notre famille et pouvoir réinformer toutes les fréquences de l'ADN, de nos lignées, pour réinformer les lois de vie. Il faut faire évoluer les lois de vie familiales, parce qu'on évolue dans la conscience du couple et on ne peut pas rester soumis à des lois ancestrales qui sont périmées, obsolètes ou toxiques. Et donc, tout ça fait qu'on arrive à ce juillet et à l'énergie de juillet. Donc, on avait vu que l'énergie de juillet, c'était vraiment l'accomplissement du couple, de cette rencontre amoureuse, des amants aussi, et d'une famille qui finalement est épanouie à ce niveau-là. Et donc, on est arrivé à cette notion du sacré dans le couple, la sexualité, la famille. Et on avait aussi un peu étudié en juillet comment notre société... aujourd'hui, le couple dans notre société était un espace complexe parce qu'on était confronté à une perte de repères dans notre société qui faisait qu'aujourd'hui, ça génère dans le couple des pertes de repères et des insécurités majeures. Dans le couple et aussi chez nos enfants. Donc on avait fini le mois de juillet là-dessus. Et donc nous sommes aujourd'hui en août. Et je vais revenir sur la notion du couple et la sexualité. Plusieurs choses à vous dire. Déjà, où en est le couple dans ce conte? Eh bien, ils ont fait un enfant ensemble, mais le papa est mort. Le papa est mort, pas de famine. Il est mort écrasé par une bête. Alors c'est Cerf Gris, le nom du papa. Cerf Gris, ça nous parle de... Cerf, c'est un peu le roi de la forêt. C'est le roi de la forêt. Il a été écrasé par un bœuf. La force, le bœuf, c'est vraiment la force du masculin. Alors, l'étude de ces contes, elle est symbolique toujours, donc chacun va y mettre de son interprétation. Toujours, l'idée pour moi, c'est un peu de me caler sur mon cœur pour entendre l'enseignement que veut me dire mes profondeurs par rapport à ce conte. J'entends dans cette... moi, ça m'interpelle. Dès que dans les contes comme ça, on peut avoir comme ça des infos qu'on peut prendre au premier degré en disant « la pauvre, elle a perdu... » C'est terrible parce qu'elle vit cette personne, elle a perdu son compagnon et ensuite elle a été recueillie par sa sœur, ils sont tous morts.
Elle se retrouve totalement seule. Ça, c'est terrible. Mais j'aime bien aussi m'arrêter sur les petits détails comme ça, de quoi ça nous parle. Pourquoi, de nouveau, on va retrouver dans ce conte que des femmes. Bon, d'abord, il n'y a que des femmes et bon, ils sont peut-être pas tous morts, mais dans ce conte, il n'y a plus d'hommes en fait, hein. On est de nouveau que dans l'énergie du féminin. De quoi ça nous parle quand quand on a fini le conte de juillet avec l'étoile de l'amour et pourquoi tout d'un coup on n'a pas la suite, pourquoi en août tout d'un coup on n'est pas de nouveau dans un couple hyper épanoui qui va plus loin ensemble. On sent hein, que l'homme est mort par excès de masculin. Enfin, en tout cas, moi je sens comme ça, hein, ce bœuf qui vient l'écraser. Bon, c'est un accident, on peut le regarder sur le premier degré, on peut le regarder dans le côté symbolique. On sent la force du masculin qui l'écrase, hein. Cet homme qui est pas mort de famine, hein, et qui a eu assez d'énergie pour faire un enfant. Et la femme va être dans un état de précarité extrême en perdant son compagnon, et l'enfant aussi, du coup. De quoi ça nous parle dans notre couple, dans la notion de couple et sexualité? Il peut y avoir des moments dans nos couples. Je parle là des couples hétérosexuels, dans la rencontre de la différence, de l'altérité, du masculin et du féminin, de l'homme et de la femme. Il peut y avoir des moments où les femmes, en fait, se sentent seules. Et se sentent en précarité par l'absence de leur homme. Alors, peut-être un veuvage, c'est compliqué, peut-être un divorce, peut-être un homme absent, qui a peut-être une maîtresse ou qui s'est donné à fond dans son travail, qui s'est donné à fond dans un sport. Et la femme va devoir trouver les ressources en elle et avec les autres femmes pour pouvoir survivre à ça. Et elle va se retrouver dans un espace de précarité. Dans ce mois d'août, on est face à la mort et à la vie. Ça va nous remettre dans notre couple la notion qu'il y a des moments où on peut se poser la question, on en est où, mort-vie ensemble? Est-ce qu'on génère plus de vie ou est-ce ce qu'on génère, c'est très mortifère? C'est les périodes bilan. Les périodes bilan où on se pose et on en parle. Est-ce que notre couple est générateur de vie? Pour moi, pour toi, pour nos enfants, pour notre famille, peut-être pour la société? Ou est-ce qu'il est générateur de mort? Ça me détruit, ça te détruit. Ça détruit nos enfants, ça détruit finalement notre lignée familiale, puisque ce qu'on on envoie comme information, c'est pas très agréable par nos gènes, hein, par l'épigénétique. Je parle par l'épigénétique quand je parle des gènes. On réinforme nos gènes en permanence parce qu'on vit nos émotions et notre expérience et notre sagesse de vie. Et si on vit des choses pas sympathiques, on réinforme nos gènes de choses pas sympathiques en fait. Moi, ça m'évoque toujours, j'ai toujours une vision du couple, cette vision de juillet, en fait, qui est la vision de la rencontre cosmique et qu'on a peut-être quelque chose à faire ensemble pour impacter fort le monde par l'amour qu'on va créer ensemble et ce challenge de retrouver l'amour entre nous, qu'il soit sexuel, sensuel, euh, j'allais dire amical, hein. On voit qu'elle, dans le conte de juillet, qu'elle est aussi sa meilleure amie hein, à son mari, amicale, qu'elle soit aussi parentale. Euh, dans le couple, il y a énormément de challenges. J'en ai parlé, hein, février, mars, avril, mai, juin. Il faut, pour arriver à juillet, ce sont les étapes, ce qu'on appelle les étapes initiatiques du couple, ça crée des crises de couple. Mais à un moment, en fait, de ne pas perdre de vue que le couple est là pour créer de la richesse, pour créer de la vie, de l'amour, de la joie, de l'entente, de l'alliance. Et il faut qu'il y ait eu dans le couple cette rencontre dans l'énergie de mai, la rencontre des âmes, des cœurs, des corps,
du sensible, de l'intériorité. Évidemment, pour arriver à un juillet, il faut que le couple ait dépassé sa porte de Mars, sa porte de l'Est, la capacité de chacun de se reconnecter à son centre et d'élargir l'espace de sa vision et d'écouter dans ses profondeurs ce que lui dit en fait son équipe cosmique, j'ai envie de dire, pour comprendre ce qu'il est en train de vivre avec cet homme ou cette femme. La capacité qu'a eu chacun d'aller rencontrer son âme et de pouvoir se guérir petit à petit. Donc, on voit qu'il y a vraiment des étapes. Il y a des couples qui en sont au mois de mars, il y a des couples qui en sont au mois d'avril, il y a des couples qui en sont au mois de mai, dans la redécouverte, il y a des couples qui en sont au mois de juin. Bon, donc pour arriver à juillet, cette notion qui m'inspire, moi, qui est la notion de juillet, hein, il y a vraiment ces étapes. C'est pas simple, mais en juillet, on est vraiment dans cette rencontre alchimique de l'amour, de la différence, du masculin, du féminin, des hommes et des femmes, de la sexualité. Et là, il y a encore tout un tas d'étapes initiatiques qui sont belles à passer et on est dans l'espace d'accomplissement du couple. Et cet espace-là, je pense, moi, que c'est celui que veut essayer de nous enseigner toutes les spiritualités. Donc ce côté sacré du couple, ce côté sacré du mariage. Et donc aussi les religions, qui peut-être le comprennent pas de manière sacrée, le comprennent de manière religieuse et donc légale. Et donc il y a une perte de sens qui crée une perte de sens chez les personnes qui adhèrent à ces religions, qui fait qu'à la fin on rejette la religion et tout ce qui va avec, mais on en rejette, c'est comme si on jetait le bébé avec l'eau du bain. On rejette aussi les principes fondamentaux spirituels qui ont été perdus, même par les enseignants religieux qui ne savent plus de quoi ils parlent, certains, et qui finalement peuvent tuer par des lois religieuses sans savoir de quoi ils parlent. Et donc ça fait une spiritualité dévoyée de fausse lumière qui fait qu'à la fin, le coyote a fait ce qu'il avait à faire, c'est-à-dire il a mangé tout le monde et on n'a plus du tout accès à l'aspect spirituel des choses et on est comme asséché, comme affamé, comme zombie. C'est-à-dire si on ne nourrit pas dans nos couples la notion spirituelle du couple, quel est le sens d'être ensemble, à part si c'est pour les impôts ou pour le côté financier. Enfin, on retourne dans toutes les blessures de la porte de l'Est et du Sud, qui sont les blessures relationnelles, le vampirisme, l'emprise, la manipulation, les jeux de rôle relationnels, etc., etc. Donc ça, c'est pas intéressant dans un couple. C'est ce qui fait que on ne croit plus au couple. Donc pour arriver à la notion de juillet dans le couple, il faut avoir dépassé tout ça et avoir retrouvé une connexion spirituelle et du sens à être ensemble au niveau spirituel. Et donc c'est là où moi je suis inspirée sur la notion des fiançailles, que je vous avais parlé en juillet, de prendre le temps de se rencontrer, de se découvrir avant de passer donc ce temps de respect, avant de se connaître, avant de passer à pouvoir se faire confiance et ensuite passer au mariage qui nous fera aller dans l'intimité, toujours plus loin dans l'intimité, parce qu'on aura appris le respect et la confiance. Alors, dans certaines religions, je pense aux religions chrétiennes, il y a la notion que quand on se marie, c'est devant Dieu et c'est jusqu'à que la mort nous sépare. Et donc, il y a la notion que le divorce est péché, qu'on ne peut pas se séparer et qu'une fois qu'on est marié, c'est pour la vie, quoi. Avec cette notion, est-ce que souvent en plus c'est des communautés qui se marient plutôt assez tôt parce que la relation sexuelle avant le mariage est interdite et donc quand on est jeunes ados, quand on tombe amoureux, on a à peine le droit de flirter et quand on a 18, 19, 20 ans, on n'a qu'une envie, c'est de se marier pour passer à la suite. Et là, on te dit c'est pour la vie, quoi. Tu n'as plus le droit de divorcer, sinon c'est mal. Tu vas être rejeté par ta famille si tu divorces, tu vas être condamné. En plus, avec un discours qui est assez patriarcal, avec le regard, l'analyse, les interprétations de toutes les épîtres de Paul, où il y a quand même, voilà, on dit que le chef de famille c'est l'homme et la femme doit être soumise à l'homme en fait. Hein. Et donc s'ensuit tout un schéma de couple tout à fait toxique, dominateur,
despotique parfois. Tout ça à la gloire de Dieu, bien sûr. C'est ce que Dieu veut. Et il y a donc un piège dans ces religions, un piège entre autres pour la femme, dans des religions patriarcales comme ça. Alors, si je reviens à ce mois d'août et cette dynamique, ce regard spirituel sur le couple, je trouve intéressant la notion que dans cette roue chamanique, Août nous propose, c'est si ça va pas, si c'est trop mortifère, vous pouvez mettre à mort. Dans tous les engagements, je trouve que c'est important qu'il y ait cette clause de séparation possible, que ce soit dans le mariage, que ce soit dans des engagements dans des entreprises, si ça ne va pas, comment je peux démissionner ou être licencié, en fait, ou je peux licencier quelqu'un, que ce soit dans tout ce qui est les domaines d'association, tout ce qui est les alliances, en fait. Il faut qu'on puisse parler tout de suite, quand on se met ensemble, de comment on fait si ça ne va pas pour se séparer, qu'on aille checker tout ce qui pourrait faire que ça irait pas ensemble. Pourquoi c'est intéressant? Parce que cette notion, cette tension que nous met l'idée qu'on doit aller vers la vie, vers l'amour, et que si c'est mortifère, on se sépare, ça nous met une tension. C'est-à-dire c'est jamais acquis. À partir du moment où vous êtes marié, où on vous dit tu n'as plus le droit de divorcer, il y a quelque chose qui est acquis et on s'assoit dans une espèce de pantoufle là et l'autre devient, ou le couple devient une routine et l'autre devient presque un objet qui est à moi. C'est mon mari, c'est ma femme, c'est mon bien. Non, en fait, jamais. En fait, c'est jamais acquis et à tout moment, si c'est mortifère, je peux mettre à mort et partir. Et ça, pour moi, c'est très sain au niveau spirituel. C'est-à-dire, on se marie jusqu'à ce que la mort nous sépare. Moi, je l'entends. On se marie jusqu'à que la mort nous sépare. Ça peut être la mort physique quand on aura 120 ans, l'un et l'autre. Et on se retrouvera dans le soleil pour créer l'étoile de l'amour ensemble. Ou alors, dans 2 ans, si vraiment notre couple est déjà en état de mort. Alors, bien sûr, ça nous remet face à la vérité. Hein. C'est-à-dire, quand je demande le divorce, est-ce que c'est parce que mon couple était en état de mort? Ou est-ce parce que je suis en train de fuir le passage initiatique que me propose mon couple, qui est une confrontation à mes blessures d'âme, à mon ego, à plein de choses qui fait qu'il est peut-être plus facile pour moi de fuir. Évidemment, la base du couple, je ne vous apprends rien, c'est la communication, c'est janvier. Je vous ai parlé de février pour le côté conscience, mais tout se base sur janvier. La communication de nos différences, comment on se rencontre, comment nos 2 mondes se rencontrent, comment on fait pour communiquer. Janvier. Hein? Le couple, on peut regarder vraiment le couple janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août. Est-ce qu'on est à la fin de quelque chose? Est-ce que le masculin est allé trop loin et le féminin n'a pas pu communiquer avec ce masculin et la vie n'a pas pris et on en est où ensemble? Voilà. Est-ce qu'on continue? Est-ce que c'est juste un avertissement qui dit ok, là il faut lâcher l'ego et s'ouvrir au féminin, sinon on ne va pas y arriver. L'homme et la femme, hein, j'entends, pas que l'homme, la femme doit s'ouvrir aussi à son féminin. Ou est-ce que c'est déjà mort et donc c'est mort, quoi. C'est mort. Le couple est fini, quoi. Je ne peux plus être en couple avec cette femme ou cet homme parce que c'est mort, en fait. Voilà, ça c'était une première partie dont je voulais vous parler. Alors peut-être que pour beaucoup d'entre vous, ça vous parlera plus parce que vous n'êtes pas liés à des groupes religieux et du coup, vous n'êtes même pas mariés, vous pouvez vous séparer quand vous voulez. C'est un peu l'inverse, c'est-à-dire que vous ne tenez pas les portes initiatiques, vous séparez trop vite, vous êtes dans la fuite permanente de la peur, justement de la peur de la séparation qui fait que vous séparez peut-être rapidement ou que vous n'avez plus l'intelligence de l'amour et des étapes initiatiques qu'il faut passer pour pouvoir se rencontrer dans cette de cœur à cœur et d'âme à âme et de corps à corps.
Donc cette intelligence perdue de l'amour fait que vous vous séparez rapidement. Et là, on en est tout simplement au mois de mars. Vous n'avez pas passé votre perte de l'Est dans la notion du couple. C'est OK, c'est une initiation à retrouver. Et peut-être que ce que je raconte sur l'énergie d'août ne vous parle pas. Là, je parle vraiment des personnes qui... il y en a, ça peut être dans d'autres religions que les religions chrétiennes, dans d'autres spiritualités, où la notion spirituelle du couple semble importante de base, même si elle n'est pas comprise, elle devient légale en fait. Elle devient le monde de la croyance. Et où il y a une forme vraiment d'emprise religieuse et de loi familiale sur la notion du couple. On n'a pas le droit de se séparer. Il y en a, ça existe dans notre société en France. Et c'était là-dessus que j'avais envie de revenir. Moi, j'ai vraiment envie de restaurer, en fait, dans ma conscience personnelle, l'idée du sacré du mariage, l'idée du sacré du couple. Mais dans une compréhension, j'ai envie de dire, beaucoup plus profonde que nous proposent les religions. Pour moi, le mariage, le couple peut être un sacrement, le mariage est un sacrement, mais qui nous demande, qui fait que si je me marie avec toi, c'est que j'accepte de passer les étapes initiatiques spirituelles que va me proposer notre couple, mais que je le fais en mon âme et conscience. Évidemment, quand j'ai 20 ans, c'est compliqué, que j'ai pas eu le droit d'avoir des relations sexuelles avant, et je ne parle pas là-dessus. Je suis pas en train de parler là-dessus. Je dis pas c'est bien, c'est mal. C'est pas mon propos dans cet audio de parler des relations sexuelles avant ou pas le mariage, mais simplement d'observer qu'à 20 ans, quand on n'a pas le droit d'avoir des relations sexuelles avant le mariage, c'est normal de se marier vite, et qu'ensuite, eh bien, on peut être piégé, tout simplement par le fait que nos anciens ne nous avaient pas expliqué l'aspect initiatique du couple, et quand on le vit, alors quand on est dans la période amoureuse, et qu'on nous dit, tu sais, le couple, machin, oui, très bien, on est amoureux, on s'en fout. Et quand arrivent les vrais problèmes de vie, les vraies difficultés dans le couple, ben, on a oublié tout ce qu'on nous a dit le jour de notre mariage ou les sessions de préparation au mariage. Et là, on est dans la vraie vie et comme tout le monde, on va en baver. Donc pour moi, le mariage, c'est vraiment là que c'est pas une fête comme ça sociale, c'est pas pour les cadeaux, c'est pas pour les impôts, je sais pas, c'est pas pourquoi, mais c'est vraiment pour moi un engagement spirituel avec mon amoureux, mon amoureuse, en disant ok, en mon âme et conscience, en écoutant mon cœur et mes profondeurs, je veux faire ce chemin avec toi d'initiation spirituelle jusqu'à que l'amour nous sépare. C'est-à-dire, si un jour on n'y arrive plus, si vraiment on n'y arrive plus, que c'est mortifère, on se séparera. Devant Dieu, devant les hommes, en disant, on n'est plus en couple parce qu'on n'a pas réussi. On n'a pas réussi l'initiation spirituelle du couple. Et on se sépare, pourquoi? Parce qu'on choisit la vie. Je choisis la vie et on voit que cette énergie d'août nous propose vraiment de rechoisir la vie et l'amour, la reconnexion à notre éternelle flamme d'amour en nous et de sortir des liens de loyauté à ce qui est mort, de sortir du monde des morts vivants. Je ne peux pas être en couple si je suis morte vivante avec un mort vivant. À un moment, c'est plus possible. Je rechoisis la vie et je rechoisis ce que me dit mon cœur, en fait, et ce que me dit le divin à travers mon cœur. Quoi qu'en pensent les hommes et ma famille et mes références spirituelles. Je voudrais parler d'un autre aspect dans le couple qui est l'aspect de la sexualité et aussi de la place du féminin. Je ne parlerai pas ici de la place de la femme, c'est complexe. On a vu en juillet, la place de la femme a beaucoup évolué dans notre société depuis les années 1960. Et il y a eu tout ce mouvement des féministes avec les revendications des égalités. On a vu ça en long, en large et en travers en juillet. Je ne vais pas y revenir dessus. J'ai parlé pendant ce mois d'août de la notion de féminité. Je vous propose de vous référer à cet audio si vous voulez avoir l'aspect du féminin, de la femme en lien avec l'énergie du mois d'août.
Et ici, je vais plutôt parler de la place du féminin chez les hommes et chez les femmes dans le couple, en fait, et dans la sexualité. Il y a des périodes dans notre sexualité en couple et notre lien ensemble, hein, pas que sexuel, mais voilà, dans notre couple, hein, notre relation de couple, où nous sommes appelés à revenir à l'espace du féminin. Donc ça, c'est en principe, quand on est dans un éveil, dans un couple qui démarre et qui se rencontre, et il y a beaucoup de masculin, hein, il y a beaucoup d'élan, de désir, d'hormones, et puis on est appelé à un moment de revenir dans notre féminin, mais retour au cœur, retour au sens, retour au corps, ralentissement. Et en principe, à ce moment-là, la sexualité doit changer, déjà, versus mai. On a une sexualité beaucoup plus sensuelle, beaucoup plus langoureuse, beaucoup plus profonde et connectée aux âmes et au cœur. Par la sexualité, en mai, on doit être capable de faire monter dans la rencontre sexuelle notre vibration énergétique et vibratoire et de rentrer dans des espaces de transe cosmique à deux. Bon, si ça a été loupé, ben on va se retrouver dans un couple qui va être boiteux, avec trop de masculin dans la sexualité, pas assez d'écoute intérieure, de ralentissement, trop de vitesse, trop de rapidité, des femmes qui s'adaptent aux hommes pour pas les perdre. Et on va se retrouver dans l'énergie de juin, le coyote, l'emprise, la manipulation, l'auto-emprise, hein, des femmes qui s'auto-abusent, qui s'auto-emprisent par peur de perdre leur compagnon. Compliqué juin pour tout le monde, avant d'arriver à notre juillet. Et il y a des moments où en fait on est invité vraiment à mettre à mort, mettre à mort notre façon de fonctionner ensemble. Août, c'est ok, bon, on s'est tout décalé, on est tout boiteux. On arrive en août, on dit c'est mort. En fait, chérie, on fait le point. Moi, je dis ça va pas. En fait, on n'y arrive pas. Notre façon de fonctionner ne fonctionne pas. Il faut qu'on lâche prise. Il faut qu'on remette tout à zéro. C'est là où la guérisseuse va s'inviter. Cette lune du féminin, qu'on va écouter et dire ok, on a fait tout ce qu'on a pu, on a fait thérapie de couple, on a fait du tantra, on a fait tout ce qu'il fallait, tout ce qui nous appelait. On a peut-être fait des séminaires ensemble spirituels, je ne sais pas quoi. Et il y a un truc qui ne fonctionne toujours pas entre nous, qui est mortifère en fait. Et c'est le moment du grand... de la mise à la croix, hein, c'est le moment où l'énergie christique peut venir nous visiter, autrement dit. C'est le moment où on peut juste finalement mettre le genou à terre, le repos du guerrier, dire on n'y arrive pas, on a besoin d'aide. Le référent de l'amour, il est où le référent de l'amour? Coucou, dans le cosmos, j'ai besoin de toi, on n'y arrive pas, on a fait tout ce qu'il fallait, on n'y arrive pas. S'en remettre, mettre à mort, dire ok, on est à la fin de quelque chose, ça fonctionne pas, on met à mort. On met à mort notre couple. Et on regarde si un nouveau couple ressurgit de ça ou pas, ou s'il est mort. Et c'est très intéressant de faire des rituels morts et nouveaux couples dans les thérapies de couple. À un moment, de faire comprendre au couple que bon, voilà, ça fait 6 mois qu'on fait une thérapie de couple, ça n'avance pas, ils redisent toujours la même chose, ils tournent en rond, ce couple est foutu, il est mort. Il n'y a rien. On a beau essayer des techniques, des machins, de parler, ça bouge pas en fait. C'est mort. Voilà. Est-ce que vous êtes ok pour mettre à mort votre couple? On ne va pas avancer. Et éventuellement, vous ouvrir à un nouveau couple. Donc, les rituels sont ceux que je vous ai proposés lors de ce mois d'août. Hein. On fait des rituels de mise à mort de notre couple. Donc, on se met ensemble et on regarde tout ce qu'on lâche, en fait, tout ce qu'on met à mort, tout ce qu'on veut plus. Tout ce qu'on veut plus, tout ce à quoi je ne dirai plus jamais oui dans mon couple. Je
je ne m'adapterai plus, c'est fini, ça m'a amené à la mort. Ça m'a pas nourri, ça n'a pas nourri l'amour, la vie en nous, notre couple parental, ça n'a pas nourri nos enfants, ça n'a pas nourri notre sexualité, notre rencontre amoureuse, nos cœurs. Enfin, il y a plein de choses à laquelle j'ai dit oui jusqu'à présent dans l'espoir de changement, de patience. Mais là, en fait, c'est plus possible. Je peux plus dire oui à ça, c'est fini. Ça sera non, en fait. Et puis, tous les espaces de moi qui s'accrochent encore dans un ego, dans des blessures, dans un dysfonctionnement que je vois qui tourne en boucle, je le lâche. Je ne veux plus utiliser ça pour nourrir un nouveau couple, en fait. Donc, il y a une mise à mort. On peut même faire des rituels d'enterrement ensemble de notre couple. Et on peut laisser ressurgir le nouveau couple, se baser sur la renaissance et voir sur qu'est-ce qui a été encore vivant en nous. Est-ce qu'il y a un petit truc sur lequel la résurgence peut se faire? Est-ce qu'il y a quand même un petit truc qui tient entre nous? Plus du tout. Avec cette décision, on reste ensemble, on se quitte à un moment. Hein, mais c'est vraiment le rituel d'août qui va se faire dans des rituels sacrés du féminin, où on va aller dans nos profondeurs, on va aller voir avec la guérisseuse qu'est-ce qui est réparable et qu'est-ce qui ne l'est pas, qu'est-ce qu'il faut laisser mourir, et où est la force de vie du couple. Est-ce qu'il y a encore une étincelle de vie, d'amour dans ce couple ou plus du tout? Et si oui, il faut la trouver, sinon le couple est fini. C'est maintenant, quoi. C'est pas à condition que, machin. Non, c'est maintenant. C'est soit vous trouvez l'étincelle de vie, d'amour entre vous dans votre couple, maintenant, et vous vous renaissez à vous-même, soit c'est fini, en fait. Je pense que c'est une bonne chose à un moment d'oser se dire que c'est peut-être mort entre nous. Arrêtez de s'accrocher. Et si c'est mort, ben laissez mourir. Est-ce qu'il y a une petite place de résurgence? Et sinon, ben non, alors on va célébrer notre séparation. On va faire le rituel de deuil. Hein, on va célébrer par les pleurs, peut-être par les pleurs, par des rituels d'enterrement, et on va se séparer. Et là, c'est aussi intéressant quand on est thérapeute de couple de proposer des rituels d'enterrement de couple pour qu'il y ait ce chagrin qui puisse s'exprimer et que la séparation puisse se faire. Voilà, ça c'était mon petit regard sur le couple et je finirai cet audio sur la sexualité. Il y a des moments dans notre couple ensemble où dans la sexualité c'est pareil, hein, ça va plus. Ça ne nourrit plus ni nos corps, ni notre âme. Ça nourrit que notre ego, que les besoins, hein, le vampirisme, besoin, envie, désir, et se dire si je le fais pas, il va aller voir ailleurs, ou se sentir rejeté si l'autre veut pas, etc. Tous ces trucs-là qui mettent en tension, qui fait qu'on finit par plus rien faire ensemble. Et c'est une bonne chose, des fois, de plus rien faire, parce que quand la rencontre sexuelle est mortifère, pourquoi l'alimenter, en fait? Laisser mourir notre rencontre sexuelle peut être une bonne chose. Peut-être qu'il est temps que le féminin s'invite dans notre sexualité. Peut-être que c'est ce que ça veut dire. Il y a eu un excès masculin par ignorance, par manque de guide initiatique, hein, une société qui ne va pas du tout nous amener dans cet éveil sexuel. Et donc, on n'a pas pu trouver, on n'a pas trouvé les bonnes personnes, on ne savait pas et on n'a pas pu évoluer dans le bon sens au niveau sexuel. Et notre façon de rentrer en lien sexuellement nourrit plus personne, quoi. C'est la grande famine entre nous. Hein. Donc c'est mort. Notre sexualité est morte. Ça ne veut pas dire que notre couple est mort. Hein. Ça veut dire que l'espace de rencontre sexuelle entre nous est morte. Et pareil, est-ce qu'il y a un espace de résurgence qui va pouvoir se créer entre nous? C'est là où on va rentrer dans l'écoute du féminin. Il y a le féminin qui appelle souvent, qui dit coucou. C'est moi en fait, hein. C'est moi qui mets à mort là, c'est fini. Alors ça peut venir des femmes qui disent moi je veux plus de cette sexualité-là. Ça peut venir du féminin du couple, hein, des femmes et de l'homme, de la femme et de l'homme. En tout cas, le féminin dit coucou, c'est moi qui mets à mort. J'en ai plus envie, un excès de masculin. J'ai plus envie de ce que tu me proposes en tant que masculin. Qu'on se propose ensemble dans notre masculin. Et il faut revenir au féminin. Il faut revenir au féminin. Donc, première énergie du féminin, mise à mort, constat, deuil. Se reconnecter à notre cœur, à notre force de vie, pour recréer une nouvelle forme de sexualité.
Et on va être appelé à rentrer plus dans une sexualité féminine. On en avait déjà parlé en juillet, hein, les différents types de rencontres sexuelles qu'on pouvait avoir dans la sexualité sacrée, dont ce que j'avais nommé, ce qu'on nomme dans le tantra l'orgasme de la vallée, où on va dans le ralentissement, dans le rien faire, dans le lâcher-prise qui nous amène dans des profondeurs, qui nous fait reconnecter à la mère divine, au féminin sacré en chacun de nous, et qui nous fait rentrer dans des orgasmes du féminin incroyables et très profonds. Mais c'est pareil, c'est des plongées sous-marines à faire ensemble, et si on ne le fait pas, on ne le rencontrera jamais, mais on peut le faire ensemble. On peut le faire ensemble, c'est possible à tous les couples, simplement il faut vraiment, vraiment s'ouvrir son féminin, et ça va demander, entre autres pour l'homme, une mise à mort de son masculin qui est conditionné, un masculin très conditionné dans des conditionnements sexuels, des programmes sexuels, hormones. Donc c'est quoi un programme sexuel? C'est un programme de pensée, de fantasme, neurologique, hormonal, de gestes, de comportements, de désirs toujours les mêmes. Hein. Quand j'aime les hamburgers, j'en veux encore un, j'en veux encore deux. Tous les jours, je veux un hamburger. Et donc, on est vraiment dans du conditionnement de plaisir, en fait. Quand j'aime quelque chose, je le veux toujours. Hein. J'aime le bonbon à la fraise. Je vais toujours acheter plein de bonbons à la fraise pour en avoir un stock à la maison, parce que si j'ai envie d'un bonbon à la fraise, je veux pouvoir manger mon bonbon à la fraise. Et dans la sexualité, ça va être pareil. J'aime ça et je le veux encore et encore et encore et encore, et je vais demander à l'autre de me le donner, ou je vais le lui faire, et toujours la même chose. Et donc, il y a un conditionnement, et c'est très difficile parce que ce masculin conditionné, qui soit chez les hommes, c'est très fort parce qu'ils ont de la testostérone, ils ont leur gène X, Y, pardon, et leur fonctionnement neurologique qui est plus fort là-dessus que celui des femmes, que le conditionnement des femmes. Et les femmes, nous sommes aussi conditionnées avec notre masculin dans notre sexualité. Il va falloir se déconditionner. Il va falloir mettre à mort ces conditionnements sexuels. Tous ces fantasmes, tous ces désirs, cette façon de fonctionner en boucle, toujours de la même façon, ces croyances, ces fonctionnements de comportement, de conditionnement de libido, et se dire on ne se rencontrera plus jamais comme ça, c'est mort en fait, ça ne nous intéresse plus, en tout cas ça n'intéresse plus notre couple. Ça intéresse peut-être celui qui est un peu en addiction dans ce truc-là, mais l'autre en face, elle en a marre, ou il en a marre, si c'est une femme qui est dans l'addiction, de toujours aller dans cette même forme de sexualité, parce que ça ne nourrit plus personne, en fait, ça, c'est mortifère. Et donc, il va y avoir cette période de famine, où on va mettre à mort nos fonctionnements sexuels, et on sait qu'on va se rencontrer d'une autre façon, mais on ne sait pas comment, avec beaucoup plus de féminin. Et ça va être vraiment par les coups du cœur et de la rage de vivre, de la rage de se retrouver, qu'il va y avoir une possibilité pour le couple. Ça demande d'être accompagné souvent. Et la personne qui va se déconditionner le plus, hein, c'est le couple qui se déconditionne en général, mais il y a peut-être une personne qui est plus conditionnée que l'autre, et souvent ce sont les hommes. C'est compliqué pour cette personne-là, elle est particulièrement précaire en vulnérabilité, et c'est elle qui va mourir, hein, c'est elle qui va amorcer le processus de mise à mort d'elle-même, de son ego, de sa structure, sa façon dont elle fonctionne, pour aller dans un renouveau. Donc elle va faire le passage dans le vide, dans l'anéantissement, et de se dire, alors si j'ai plus ce genre de sexualité, je l'aurai plus jamais. Alors c'est à ce moment-là où cette personne a plutôt envie de quitter son couple et de retrouver ce même genre de sexualité avec une autre personne. Faire le pas de dire, ok, je mets à mort mon fonctionnement sexuel, et puis on repart ensemble, on voit ce que ça donne, c'est vraiment une preuve d'amour très forte. Et la personne qui va se déconditionner, c'est la personne la plus vulnérable à ce moment-là. Avec peut-être la femme dans le couple, si c'est elle qui est moins en difficulté, qui a dit non et qui a mis à mort, qui va être dans ce travail d'amener la renaissance, donc quelque part de guider son compagnon vers ce que son cœur lui dit en tant que femme, et guider son compagnon vers une sexualité aussi où il y a du féminin, où le féminin est pris en compte. Je finirai cet audio par parler de quelque chose qui est aussi très en lien avec l'énergie du mois d'août, qui est la sexualité après qu'une femme est accouchée. Et oui,
parce que ça peut faire partie de l'énergie douce d'un couple, hein, la période où le couple devient parent, donc le couple se transforme. Et c'est là où ça peut être compliqué. Ça peut être compliqué parce qu'il y a une... Alors des fois, non, c'est fédérateur, mais des fois, c'est vraiment compliqué parce que la relation du couple change. Ils sont plus que amants, ils ne sont plus qu'amoureux, qu'amants, mais ils sont aussi parents. Et donc, bah, il va falloir faire de la place à ses enfants. Et qu'est-ce que c'est qui devient un peu compliqué? Ben, c'est la place de la mère. La femme, souvent, le père aussi. On peut faire une analyse, ça, on peut y passer des heures, hein, des jours, faire des séminaires là-dessus. Donc, c'est très raccourci ce que je vous raconte. Mais souvent, ce qui se passe, c'est que la mère va changer. Pourquoi? Parce qu'elle a porté l'enfant dans son ventre. Et donc, dans le couple, il y avait le couple, donc la rencontre avec son compagnon et le rapport à son enfant qui grandit dans son ventre. Donc, il y a déjà une tierce personne qui est là. Or, le papa, cette tierce personne est à l'extérieur de lui. C'est pas lui qui le vit. Et la maman, elle est enceinte et elle va vivre une transformation de son corps qui peut, suivant le cas, être très jouissif pour elle ou pas du tout. Et la période de la grossesse, pour certaines femmes, c'est un plein épanouissement. Et elles sont moins sexuelles. Elles sont plus... elles rentrent dans la dimension d'être mère. Et pour l'homme, ben lui, il se sent un peu mis à part parce que elle s'épanouit dans sa maternité et lui, il est à côté, quoi. Il y a un changement et il sait pas trouver sa place. Il se sent même mis à l'écart. Et c'est vrai que c'est à ce moment-là que parfois certains hommes vont prendre des maîtresses quand leur femme est enceinte parce qu'ils n'arrivent pas à tenir cette blessure que va générer cette sensation d'être mise à part chez l'homme. Quand la femme s'épanouit dans sa grossesse, il peut y avoir des relations sexuelles épanouissantes dans la grossesse, mais souvent le corps de la femme change, les besoins aussi, les hormones aussi, et donc il y a quelque chose qui va changer, et ça demande d'accepter ce changement et d'être au service. Là, on est vraiment dans la notion que le masculin, et là, en l'occurrence l'homme, se met au service du vulnérable, de la femme et de l'enfant, et va suivre l'évolution de sa femme et va se mettre à son service, que ce soit au niveau sexuel, que ce soit au niveau de plein d'espace en fait. Elle, la femme, elle vit un bouleversement énorme au niveau hormonal, au niveau corporel, donc il y a son schéma corporel qui va bouger, il va y avoir toute sa psyché qui va se mettre à bouger, les hormones qui vont la dominer, plus ou moins une grossesse qui se passe bien, peut-être qu'elle n'accepte pas sa grossesse, ou en tout cas qu'elle n'accepte pas les transformations que ça fait, et qu'elle va avoir un schéma corporel compliqué, qu'elle va ne plus trop aimer se mettre, que son homme la regarde nue. Donc il y a plein de choses, il y a les prises de poids, les vergetures, les jambes qui gonflent, les varices, les cheveux qui changent, le teint de la peau qui change, les grains de la peau qui changent. Ça peut faire varier notre pilosité. Bon, c'est une transformation majeure. Il faut bien comprendre que pour certains hommes, ils s'en fichent un peu, d'autres non. D'autres, c'est pour ça qu'on peut voir ailleurs, hein, ils sont un peu perturbés par les transformations physiques de leurs femmes. Et que la femme, si elle le vit mal, elle s'en fiche pas du tout. Et donc, elle va avoir tendance aussi à rejeter son homme pour pas être vue, en fait, dans ce qu'elle refuse elle-même et qu'elle comprend pas que son compagnon pourrait accepter. Et puis, donc, il va y avoir cette naissance qui va être un bouleversement total dans le corps de la femme, avec peut-être des traumatismes. Certaines femmes vont vivre leur accouchement comme un vrai état de choc, physique, émotionnel, psychologique. Même si à la fin le bébé va bien, etc. Mais l'accouchement lui-même est un cataclysme chez la femme. Va être un cataclysme, on l'a vu dans l'audio sur la féminité, va être un cataclysme aussi dans sa spiritualité. Et tout d'un coup, ce bébé qui est là fait que la femme n'est plus la même. Hein. Elle est mère. Et la mère, elle n'a que de priorité son enfant, en principe. Parce que c'est l'instinct de survie. C'est le vulnérable. Elle a porté pendant 9 mois. Et là, maintenant qu'il est là et qu'il est très vulnérable, elle va continuer à le porter, en fait. Elle va continuer à alimenter cette bulle fusionnelle avec son enfant.
ça va plus ou moins bien se passer pour elle. Peut-être que la maman, elle va faire une dépression postpartum, peut-être qu'elle va faire un baby blues, et que tout ça, ben, elle va pas trop le montrer. Peut-être qu'elle va faire rapidement un burn-out parental. Peut-être qu'elle va se dévaloriser parce qu'elle se sent pas aimer son enfant. Et on avait parlé de l'amour maternel dans un audio en juillet. Et donc, à ce moment-là, qu'elle aime ou pas son enfant, c'est-à-dire en termes de relation de cœur, elle est en fusion avec son enfant énergétique et vibratoire jusqu'à l'âge de 3 ans. Il faut savoir que la fusion énergétique et vibratoire, la bulle fusionnelle, est là jusqu'à l'âge de 3 ans, où la mère, en fait, l'enfant est comme un parasite de la mère. Il est dans le bain énergétique et vibratoire de la mère. Il la vampirise, mais de manière positive. C'est comme ça que la vie a prévu pour que les enfants se déploient. Il est protégé par la matrice de la mère, vibratoire énergétique, par la psyché de la mère, par la présence de la mère, par l'instinct maternel, jusqu'à 3 ans. Et c'est là, à 3 ans, où il va se tourner vers les papas. Et c'est souvent là où les papas trouvent que ça commence à être intéressant avec leur enfant, après 3 ans. Les mamans, elles sont fatiguées. Hein. Les mamans, elles sont fatiguées. Elles allaitent ou pas. Elles donnent leur sein, leur énergie ou pas. Elles ont mal à leur corps. Elles donnent de leur nuit et de leur présence, de leurs soucis, de leur stress. Et elles sont plus ou moins dans la culpabilité de bien le vivre ou mal le vivre. Plus ou moins dépressives sans trop le dire, sans savoir que ça peut être normal. Et puis, il y a le corps, hein, le corps qui a changé, ce corps qui est complètement distendu. Il y a eu peut-être des épisiotomies, peut-être des pertes d'urine. Enfin, voilà, il faut faire la rééducation périnéale, aller voir le kiné. Enfin, les seins qui bougent, les vergetures. Enfin, peut-être qu'on a pris du poids, on se sent moche, on est fatigué, on se regarde dans la glace, on est cerné, on est grise. Et bébé est toujours là à demander la présence de la mère. Et je vous dis, à ce moment-là, le père, elle en a plus rien à foutre, la mère. Messieurs, je suis désolée. C'est trop lui demander que de dire coucou, moi je suis là aussi chérie, et moi, et moi, et moi. Non. Et à ce moment-là, les mères, elles disent j'ai un nouvel enfant. En fait, il y a mon enfant qui me demande tout le temps de la présence et mon compagnon qui fait comme un gosse, qui réclame ma présence, qui veut mes bras, qui veut mon sein, qui veut mon corps. J'en peux plus. Et c'est là où la femme devient mère, elle a l'impression que l'homme peut devenir un enfant. Si l'homme ne grandit pas, si l'homme ne s'ouvre pas au service, sa présence d'homme va être je suis là en tant que père, et en tant que ton mari, ton compagnon, dans ma présence d'homme au service du féminin. Et pas dans la demande vampirisante de et moi, et moi, et moi aussi. Il n'y a pas que ton bébé, il y a aussi moi. Non, pour l'instant, en fait, il y a un grand bouleversement chez la femme. Il y a un grand bouleversement dans le couple, dans la famille, et l'homme a bien une place qui est de lui aussi vivre le bouleversement de sa place, de ne pas vouloir comme avant, et de devenir avec sa femme un nouvel homme qui va être la fonction du père avec ce bébé, avec cet enfant, et du mari-père avec sa femme qui, elle, est une femme-mère. Et dans sa présence, et c'est là où l'homme doit s'ouvrir au féminin, au vulnérable, au sensible et être au service de sa femme et son enfant pour mieux se retrouver derrière. C'est un nouveau couple qui démarre. Et c'est quoi être au service? Eh bien, les hommes aujourd'hui le comprennent un peu plus, hein, s'occuper de l'enfant. Alors, souvent, comment la mère le dit, il y a des mères qui ne veulent pas qu'on s'occupe de leur bébé. C'est compliqué. C'est très instinctif, hormonal, viscéral, quasi animal, l'instinct maternel. Donc, on s'adapte à chaque mère comme elle est. Mais ça peut soulager la maman, qu'on aille changer les couches, qu'on aille donner un biberon, qu'on aille préparer la purée, etc. etc. Faut en parler, encore une fois, il faut communiquer dans le couple. Comment c'est pour toi, ma chérie, pour que je sois à ton service? Comment puis-je te servir? Voilà une fonction très chevaleresque d'un homme. C'est l'état de doute, hein. C'est pas tout l'homme qui doit être comme ça tout le temps. C'est l'énergie de doute qui propose ça. Et oui, on va mettre de côté peut-être l'énergie de juillet un temps, l'initiation sexuelle et tout ça, on verra quand il ira mieux. Là, c'est pas le moment en fait. Alors, ça veut dire quoi? C'est pas le moment. Ça veut dire que de toute façon, pendant un mois, il n'est pas
il n'est pas préconisé qu'une femme ait des relations sexuelles. Elle a eu une épisiotomie, elle a plein de choses qui se passent dans son périnée. D'abord, ça fait mal, elle souffre. Ensuite, ça a été traumatisé. Ensuite, c'est en involution. Hein, cette énergie noire du féminin est en train de faire des rétractions tendineuses, etc., pour que tout se remette en place. Donc, il y a de la rééducation. C'est pas un espace où la femme a envie d'être titille à ce moment-là. En plus, elle est fatiguée. Hormonalement, elle a des changements de libido. Elle est peut-être même en dépression post-partum ou baby blues, qu'elle a peut-être pas forcément dit par peur d'être rejetée, etc. Donc, ça ne veut pas dire qu'on n'a pas de rapprochement dans le couple, ça veut dire juste que la sexualité n'est plus la même, il n'y aura pas de pénétration, il y aura peut-être beaucoup plus de tendresse, beaucoup plus de lâcher prise, de proposer à sa femme de lâcher prise dans ses bras et de s'endormir dans nos bras. C'est très frustrant pour un homme qui a une montée de libido, que sa femme vient contre lui après le premier mois de grossesse ou les 6 premiers mois et qu'elle sent, lui, il se met en action pour commencer à préparer un festin sexuel et elle s'endort. Elle s'endort dans ses bras. Elle est épuisée, hein, la femme, elle est épuisée. Complètement épuisée. Mais c'est ça la sexualité. La sexualité après un accouchement, c'est de pouvoir permettre à sa femme de dormir dans ses bras et d'ouvrir son cœur à ça, hein, le vulnérable, le sensible, et de pouvoir dans son champ énergétique, dans son champ d'amour, de proposer à sa femme une présence amoureuse où elle peut se ressourcer dans cette matrice de ce féminin de cet homme. Ce féminin qui devient une matrice, ses bras qui vont l'entourer, qui vont chercher rien d'autre que de la remettre elle-même en matrice et de la protéger, de lui dire tu peux t'endormir dans mes bras. Et je vais ralentir mon masculin et je vais retourner dans mon féminin pour que tu puisses te ressourcer en mon sein. C'est magique, hein, la femme petit à petit, il faut du temps, de la patience, mais si la rencontre avec l'homme n'est pas cassée, et s'il n'y a pas de demande de l'homme de retourner comme avant, petit à petit, il y a une nouvelle façon de rencontre qui va se faire ensemble et ça va évoluer. L'enfant va faire ses nuits, il va avoir les sevrages de sein, enfin les hormones se remettent en place, petit à petit, et c'est long. On sait hein, c'est les 8 premiers mois qui sont vraiment très, les 8-9 premiers mois qui sont vraiment où il y a des bouleversements chez l'enfant, chez les parents de partout. Donc on sait que il faut à peu près attendre un an, quoi. Un an où il va y avoir des bouleversements. S'il n'y a pas de nouveau bébé, eh bien, parce que des fois le deuxième bébé va arriver rapidement derrière. Et donc il y a un vrai bouleversement de rencontre entre les hommes et les femmes. On n'est pas que amants, on l'est aussi, mais on est aussi parents. Ou aussi, et le bébé, est-ce qu'il est dans la chambre parentale? Donc c'est compliqué de faire l'amour avec un bébé dans la chambre, c'est pas pareil. Etc. etc. Donc, simplement, le secret c'est quoi? Pour les hommes, branchez-vous votre cœur. Qu'est-ce que vous dit l'amour en vous? Qu'est-ce que vous dit cette femme? Apprenez à communiquer avec elle, à la rencontrer, c'est-à-dire développer votre féminin pour communiquer avec elle d'une façon féminine parce qu'elle n'est plus en état de s'adapter à vous, là. Elle a besoin que ce soit vous qui s'adaptez à elle. Donc, c'est une merveilleuse opportunité pour l'homme de se reconnecter à son féminin, de s'ouvrir à cette énergie d'août, de mettre à mort les anciens fonctionnements, d'accepter le deuil de l'ancien couple et d'aller dans ce renouveau de couple où il y a un bébé. Et donc, tout change. Mais ça ne veut pas dire que le couple est fini. Ça veut simplement dire qu'on est dans une étape initiatique ensemble. Il faut aller beaucoup plus dans le féminin à ce moment-là pour soutenir la mère à l'enfant et soutenir le couple, parce que le couple est en évolution et il y a besoin d'une remise en matrice, d'une sécurité totale aux vulnérables, d'un respect total et de lâcher tout ce qui est vampirisant, parce que la mère ne peut pas. Il va y avoir aussi les hormones font que le caractère de la femme change, hein, elle peut être pénible, cette femme. Il faut être patient à ce moment-là. C'est une transition. Hein. Il ne faut pas se dire qu'elle devient comme ça. Ça demande vraiment à l'homme des mises à mort et en deuil de ce qu'il était, de ce qu'il connaissait avant et de s'ouvrir à un renouveau, une renaissance. Et si l'homme sait le faire, il y a vraiment quelque chose qui va se passer dans le couple qui va être extraordinaire pour la suite du chemin et aussi pour la famille. Le couple parental, le couple amoureux, le couple sexuel, tout va évoluer, ça va être super beau. En fait. Et c'est grâce à ça
que les étapes initiatives sexuelles peuvent se faire. C'est grâce à l'ouverture de la dimension féminine chez un homme, ou dans le couple, entre nous, où tout d'un coup, une réalité amoureuse, de rencontre aussi de corps, d'âme, d'esprit et de transcosmique peut se mettre entre nous et qui va vraiment être fédérateur pour le couple. Et quelque chose qu'on avait l'impression qui séparait, une mise à mort qui séparait, était en fait une période de résurgence, de renouveau, de renaissance ensemble, et c'était juste une étape initiatique dans notre couple. Et l'erreur, ce serait à ce moment-là de partir, de dire je vais voir ailleurs ou j'arrête ce couple, comme souvent ça se fait, parce qu'il n'y a pas assez d'accompagnement, il y a de la méconnaissance, il n'y a pas assez d'intelligence, d'enseignement sur tout ça. Voilà. Voilà ce que j'avais envie de vous dire aujourd'hui sur le couple. La sexualité, eh bien, j'espère que ça vous a plu. J'espère que vous avez appris plein de choses. Si c'est le cas, toujours pareil, soutenez ce podcast. Mais si ça vous plaît, mettez le pouce, informez que ça vous a plu. Et puis partagez cette information à des personnes qui pourraient être intéressées par ça. Et puis, moi, je vous dis à bientôt pour la suite. La route tourne et on se rapproche tout doucement de notre porte de septembre, de notre porte du féminin sacré. Alors, on se prépare ensemble. On se prépare parce que on sait que le féminin, il faut se préparer pour le rencontrer. On continue à se préparer ensemble. À bientôt!